Подкаст «Хроники Мертвецгорода». Vous pensez que cela fait vulgaire de porter des faux ongles? Alors n'hésitez plus. Si vous voulez rester naturel tout en ayant de belles mains, si vous voulez des ongles de star, appliquez tous les jours pendant un mois le vernis. Toutes nos impulsions ne sont plus sous notre contrôle. Nous sommes maintenus artificiellement dans un état de conscience proche du sommeil et... Ah, bon sang de bois, là, ils peuvent pas émettre des émissions correctement, non? Le mouvement a été formé il y a 8 mois environ par un petit groupe de chercheurs scientifiques qui ont découvert par hasard que ces signaux étaient transmis. Toutes ces foutaises, ça me fout mal au crâne. Tu l'as dit. Le pire, c'est qu'ils pensent qu'on gobe tout ce qu'ils racontent. La classe des malheureux des défavorisés ne cesse de grossir. La justice est raciale et les gouvernements de ce monde piétinent les droits de l'homme. Ils ont créé une société basée sur la répression. Et nous sommes complices sans le vouloir de leurs méfaits. Leur règne repose uniquement sur la destruction de la conscience. Nous avons été endormis comme hypnotisés. Ils ont fait en sorte que nous devenions indifférents aux autres. Nous ne sommes plus bons qu'à nous focaliser sur nous-mêmes. Nous! Par pitié, comprenez qu'ils sont en sécurité tant qu'ils ne seront pas découverts. Les 3 premières règles de leur plan de survie sont nous maintenir dans une torpeur et nous maintenir dans notre égocentrisme. Le temps qui nous était imparti. Donc de qui était, espèce de dégénéré? Entre l'antenne. Ce soir, chers téléspectateurs, la chaîne vous propose un western des années 50. Je vous souhaite une agréable soirée. À la semaine prochaine pour un nouveau dossier. Ils sont en train de nous démanteler la petite bourgeoisie endormie. Notre société produit de plus en plus de nouveaux pauvres. Nous sommes leur bétail. Nous sommes élevés pour devenir des esclaves. La Ça recommence. Que je vous explique, notre émetteur n'est pas assez puissant. Nous devons faire en sorte que ce fichu signal soit intercepté à la base parce que nous avons... Papa, j'ai mal à la tête. Moi aussi, Trésor. Ah, j'aimerais tout de même bien comprendre ce qui se passe, bon sang. C'est autres cinglés, là, qui lui ont fait ça. Le pouvoir possède la radio et la télévision. Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension. Il y a pas mal de bruit qui court dans les rues ces derniers temps. C'est pas très rassurant. C'est du genre, on est contaminé par la violence. Enfin, quelque chose se rapprochera à ça. Il y a pas longtemps, j'ai même discuté avec un vieux de San Selmo. Il m'a parlé d'une espèce de secte qui célébrait le culte de la fin des mondes. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent ou dévalisent des banques. C'est toujours le même scénario. On est entouré de pas mal de toqués, tu sais. Que veux-tu? Faut bien vivre avec. Tu veux mon avis? L'idée de finir le XXe siècle, ça attaque le ciboulot des hommes. Sans blague. Moi, je crois que les gens, ils ont la pétoche d'affronter l'avenir. Un problème? Il y a des trucs bizarres. Je suis entré là-dedans, on dirait que c'est un laboratoire. Tu peux préciser? Tu sais, les chants qu'on entend, eh ben c'est un enregistrement. J'ai pas l'habitude de fourrer mon nez dans les affaires des autres. Et je te conseille d'en faire autant. Tu es bien trop curieux. T'entends ça? C'est le scientifique empathique en toi qui meurt. Est-ce que t'as briefé tes gars pour réparer le rayon? En effet. Parfait. Tu peux donc emballer tes affaires. Tu peux être plus précis? Tu sais, les lunettes là, les lunettes à hyperspectre, elles sont utilisées
par les forces spéciales en Europe de l'Est dans la guerre moldave. Je suis au courant, j'ai lu les rapports de terrain. Non, tu n'as pas lu les rapports de terrain. Le général m'a contacté personnellement. Il dit que la situation est très tendue là-bas et qu'il voit des choses. D'accord. Genre quoi? Ils ne le disent pas. Ils ne veulent pas nous donner les vidéos. Ils ne diront rien de ce qu'ils ont vu là-bas. Ils veulent juste notre meilleur ingénieur sur place pour donner un avis. Écoute, tu as inventé ces lunettes pour garder nos gars en sécurité. Maintenant, ils ont besoin de toi. Prends ça pour de la défense. Qui a mis au point le casque caméra? Venez avec moi. Il y en a des soldats par ici. À l'heure actuelle, c'est le chaos dans ce pays. Le groupe d'insurgés est principalement composé de militaires de l'ancien régime qui dirigeaient le pays il y a encore 2 mois de ça. Ils sont soutenus par toute une tranche de la population dans le nord du pays, près des frontières russes et ici, dans la capitale. Le problème, c'est que cette armée est bien entraînée et elle est disposée à embarquer tout le pays dans une guerre civile. La Moldavie, la Russie la dirigeait et elle l'a perdu. C'est un pays indépendant, mais il reste des conflits internes. D'une part, vous avez les insurgés composés de l'élite des soldats de l'ancien régime. Ils sont bien entraînés, dangereux. D'autre part, vous avez la majorité de la population qui détruit les drapeaux de ce régime et demande un nouveau gouvernement. Ces conflits civils, aussi compliqués soient-ils, on a l'habitude de les gérer. On pense même qu'on est doué. Et ce truc que votre caméra a filmé, ça, c'est vraiment une autre affaire. Je peux pas envoyer cette vidéo à Unicom. J'ai peur qu'ils prennent ça pour une blague. Ils n'ont vraiment aucun sens de l'humour. Non, pas vraiment. Sergent, installez-nous ça. Je suis certain que vous avez une explication scientifique. Mais tant que vous ne la donnerez pas, j'enverrai pas cette vidéo à l'état-major. C'est fait? Oui, monsieur. Bien, sortez d'ici maintenant, attendez dehors. Très bien. Personne ici n'a été capable d'émettre une hypothèse valide. Ça met des bâtons dans les roues de toute notre opération. Des raisons dont, malheureusement, je ne peux pas discuter avec vous. Mais on a besoin de réponses, et vite. Je peux? Vous l'avez vite repéré. 5 casques caméras différents ont enregistré des choses similaires ces 3 dernières semaines. Au départ, notre technicien sur le terrain les a décrits comme des interférences. C'est pas des interférences. Je pense pas que vous m'auriez fait venir jusqu'ici pour des interférences, donc. Vous en pensez quoi? J'aimerais entendre ce que vous en pensez. Je sais pas ce que j'en pense. Non, mais il y a une explication. Мы знали, что обречены, что конец цивилизации неизбежен. После ядерной войны полеты стали невозможны, а передвижение по земле опасно для жизни. Роботы стали единственным средством для выживания. И тогда у нас появилась надежда построить новый мир. Les agents de l'unité spéciale
cachent leur visage derrière un inquiétant casque d'acier. Et ainsi, leur propre humanité enfermée dans l'obscurité ne tarde pas à s'égarer sur les chemins de la barbarie. L'unité spéciale a pour vocation de combattre la secte. Mais elle est prise dans une terrible lutte de pouvoir avec le service de renseignement de la sécurité publique. Et le combat est implacable. D106 arrive au 162. Votre ouvrier se tiennent devant l'entrée. Gardien en position. 8 Alpha 20, le drone de renfort est sur les lieux. Vous pouvez approcher. Attention! Police, tous les ouvriers sont attendus à l'extérieur pour identification. Chapitre 18. Sokol. Dan Fenenko, 2024. Mon collègue, Ryu, est Patlul Nietzsche depuis un peu plus d'1 an. Moi, ça fait une demi-douzaine d'années. Avant, j'étais policier. Les drones fournis par la Chine coûtent une fortune, mais à long terme, la rime est gagnante. Un opérateur dans notre genre revient 15 à 20 fois moins cher qu'une patrouille, pour un résultat largement supérieur. Les rues sont relativement sûres. Enfin, ça dépend des quartiers. La densité de drones est très variable. Dans les coins les plus riches, ils sont omniprésents. Dans la zone A, on en trouve 1 pour 30 km². Mais globalement, la population, en tout cas celle à qui on demande son avis, se sent en sécurité. Sauf ceux, bien sûr, que l'idée de quelques milliers d'épées de Damoclès patrouillant à 50 mètres d'altitude rend inquiet. L'Outlad 110, mon travail, est dissimulé dans les sous-sols du Rajon 6, plus ou moins à la verticale du ministère du Commerce. Mais sa localisation n'est pas connue du public. Quant à savoir combien d'autres sont disséminés en ville, aucune idée. Ce n'est pas le genre de truc qu'on raconte à des sous-fifres dans notre genre. Nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'on est rattaché à une compagnie dénommée Sokol, et que des tas d'autres sociétés se partagent le marché, toutes mandatées et contrôlées par le gouvernement. Nos locaux se situent 100 mètres sous terre, et ne sont accessibles qu'au personnel autorisé, confinés dans un cube de ciment de 100 mètres de long et 20 de large, à l'épreuve des tremblements de terre, des bombardements et des attaques informatiques. Ils se divisent en plusieurs secteurs, qui chacun abrite plusieurs box. Dans le secteur C, box 7, nous sommes 4. Nous sommes affectés à la tranche horaire 22h-6h. D'autres équipes sont en charge des tranches 6-14 et 14-22. On se croise, bonjour, bonsoir, et rien d'autre. Nos journées se déroulent toujours de la même manière. 21h30, pointage. D'abord, un thé en salle de repos. La même pour toute la zone C, arrosée d'un bon coup de vodka. Mais il faut se montrer discret. On ne sait jamais. Les dénonciations vont bon train. La vieille école. Certains ont connu l'époque d'avant la rime. Et les bonnes habitudes ne se perdent pas. 21h45, briefing. Le Supervisor fait l'appel et nous indique les priorités. Personnes recherchées, parcelles de nos secteurs à surveiller particulièrement, crimes récemment commis, enfin tout ce qu'il faut savoir. 22h, on s'installe aux commandes de notre bestiole pour 8 heures non-stop de surveillance. Pas le droit de quitter l'écran des yeux, pas le droit de manger, pas le droit de boire. Notre box est un espace bas de plafond d'environ 20 mètres carrés. Ryu et moi occupons un côté, nos 2 collègues le côté opposé. Nous nous tournons le dos. Au plafond, fixé au centre, 4 caméras permettent au supervisor de garder l'œil sur nous. Mais il passe son temps à picoler et traîner sur des sites de cul, ce qui nous laisse une certaine liberté de mouvement. Devant chacun de nous se trouve une console composée d'un écran de 50 cm de côté et de commandes, permettant de contrôler le drone et entrer en contact avec le supervisor ou le contrôleur. Des spots braqués sur nos crânes nous éclairent comme si on s'apprêtait à réciter un poème. Le reste de la pièce est plongé dans la pénombre et vide de tout meuble, à part une large armoire métallique fixée au mur qui contient de la paperasse et quelques effets personnels. Nos sièges, supposés être confortables et ergonomiques, ne valent pas mieux que ceux des conducteurs de métro. Quant aux lunettes teintées, censées protéger nos yeux, un cadeau du gouvernement,
Elles atténuent à ce point la lumière qu'il est impossible de bosser avec. Nous ne les enfilons qu'une ou 2 fois par an, quand le directeur vient faire sa visite. Chacun de nous est affecté à une série de secteurs précises qui ne changent jamais. On survole chaque nuit les mêmes portions de la ville, sempiternellement, à une hauteur comprise, entre 50 et 200 mètres, à 2 km/h, selon un parcours que nous avons obligation de rendre constamment différent, croisant les drones de compagnies concurrentes. Les habitudes sont interdites, pour 2 raisons. Les délinquants ne doivent pas détecter, et donc mettre à profit des schémas, et nous ne devons pas tomber dans une routine qui nous endormirait et nous empêcherait de faire correctement notre travail. Certaines compagnies préfèrent assigner à leurs agents des parcours différents, chaque jour ou chaque semaine. Mais Sokol part du principe qu'il vaut mieux connaître par cœur et dans les moindres détails son territoire. Ça se tient. Tout ce qu'on voit en direct sur nos écrans, transmis par les yeux de la bestiole, est envoyé à un ordinateur situé au QG de la compagnie. L'intelligence artificielle de Sokol traite toutes les images reçues, provenant de tous les drones en activité, et ce qu'elle juge suspect, inadéquat ou bizarre est communiqué à un contrôleur qui prend si nécessaire la situation en main et nous transmet ses ordres. Il nous est aussi possible de le contacter directement, lui ou le Supervisor, si la situation l'exige. Mais le plus souvent, l'application stricte des procédures suffit. Notre marge d'intervention va du simple avertissement sonore au tir létal, en passant par le taser neutralisant. Tout usage de la violence donne lieu à un rapport écrit et transmis à notre Supervisor. Si un suspect est immobilisé ou tué, une autre équipe, pilotant un autre drone, prend le relais aussi rapidement que possible et surveille la scène en attendant que des copies réelles, à bord d'un véhicule réel, interviennent. Nous, on doit continuer notre putain de ronde. Interdiction de stationner pour savoir ce qui se passe. C'est la loi. Après être intervenu, on a pour obligation d'oublier, glisser. Irresponsabilité et amnésie sont les 2 mamelles de notre métier. Moi, j'ai toujours vécu ici. J'y suis né. Je suis un enfant du Rajon 5. Ryu, lui, il est japonais. Il est arrivé à Merdvekgorod pour ses études, et il est tombé amoureux. Alors il est resté. Il a d'abord cherché à travailler dans sa branche, le commerce. Mais de désillusion en désillusion, il a passé le concours pour être patrolnier. C'est pas un mauvais boulot. On gagne correctement sa vie. On s'emmerde pas mal. Heureusement, il y a la vodka. Depuis qu'il est ici, Ryu a tué 10 personnes. 7 sur ordre direct après analyse de la situation par son contrôleur et le reste de sa propre initiative. Mais toujours en respectant la procédure. Moi, la moitié. Et pourtant, ça fait 50 plus que lui que je fais ce boulot. On n'a pas du tout les mêmes secteurs. Les siens couvrent un rectangle de 20 km de long et 13 de large et s'étendent du parc Tcharkovnaya au centre du Rajon 12 jusqu'à Merdvek Pliage, ainsi qu'on surnomme la frontière entre le Rajon 5 et la zone A. Ce territoire inclut notamment l'échangeur de l'Avtoshklasdia de Volgograd et toute la partie sud du Prospect 14. Cette avenue, l'une des plus longues de la ville, 4 voies de circulation dans chaque sens, traverse le Rajon 12 du nord au sud et le coupe en 2 moitiés inégales. Il trouve sa source à la gare routière qui se situe à cheval sur les Rajon 12 et 14, où prospèrent les poivreaux, les homosexuels honteux et les narcomanies en fin de parcours, et débouche 12 km plus loin, 5 à vol d'oiseau. Drôle d'expression à employer dans une ville qui en compte 50 fois moins que n'importe quelle autre métropole de taille identique. À Merdvek Pliage, après avoir traversé des quartiers radicalement différents. Dans sa partie supérieure, qui échappe à la surveillance de Ryu, l'avenue est bordée d'immeubles bas et de commerces de proximité destinés aux populations pauvres, de pavillons défraîchis aux jardins mal entretenus, de pensions de famille. Y habitent beaucoup d'étudiants fauchés, des chômeurs et divers parasites et branleurs peu agressifs. Ce qu'on considère comme sa partie inférieure et criminogène commence au numéro 487, juste après le parc Tcharkovnaya, surnommé Needle Park. C'est à partir de là que s'étendent les taudis, les cabarets, les bordels et les cabinets médicaux peu fréquentables, spécialisés dans les problèmes d'érection et les maladies vénériennes, les coins à dealers, à viols et à meurtres. Les conditions de travail des putes offrent une bonne mesure du standing de la rue. Entre le 500 et le 800, on trouve les maisons closes. Ensuite,
viennent les bars à putes, pourvus de salons privés. Enfin, dans les dernières centaines de mètres, ce sont les prostituctas de rue qui arpentent les trottoirs par groupes de 3 ou 4, serrés dans le cercle jaune des lampadaires. L'éclairage urbain, 3 fois moins dense que dans le reste de la ville, témoigne lui aussi de l'abandon dans lequel le gouvernement laisse ses quartiers. La densité de drones enfonce le clou. Ryu survole un secteur 8 fois plus grand que le mien. Mon territoire se résume à une minuscule parcelle touristique du Rajon 9. En général, entre collégies, on ne sympathise pas trop. Rien ne nous y encourage. Mais Ryu et moi, on se fréquente un peu en dehors du travail. Ça nous est déjà arrivé de picoler ensemble ou d'aller au bordel. C'est pour ça que ce qui lui est arrivé me touche. Il a commencé à déconner un 13 novembre, à 5h du matin. On somnolait tranquillement sur nos consoles en attendant la fin du service. Les rues étaient plus calmes qu'un cimetière. Il faut dire qu'il s'agissait d'un des mois de novembre les plus froids de la décennie et d'une des années les plus polluées de toute l'histoire de la ville. Même les malfrats les plus chevronnés hésitaient à foutre le nez dehors. Ryu m'a interpellé avec fébrilité. « Putain, Dan, regarde ça !» Il chuchotait. Si les deux autres nous entendaient causer, ça pourrait nous valoir un blâme. Et à eux, un peu d'avancement. Aussi bien. J'ai tourné les yeux vers son écran. Il a zoomé. Je n'ai pas reconnu l'endroit. « C'est où ?» j'ai demandé à voix basse. « La plage, tout près de la Une. » Il parlait de l'Avtoshklasdia, Volgograd, celle qui traverse la partie est de la zone A. Ok, et... Regarde mieux. À travers les brouillards givrants et les nappes de smog produites par la pollution, j'ai distingué, mais je ne pigeais toujours pas en quoi ça valait le coup d'œil. 3 ou 4 connards plantés devant une partie éboulée du mur entourant la zone A. L'un d'eux filmait quelque chose avec une caméra numérique. Et alors, j'ai dit... Attends, tu vas voir ce qu'il filme. Il a tapé sur son clavier, le drone s'est détourné du groupe de branleurs pour diriger son regard vers une décharge sauvage, située à environ 50 mètres d'eux. Ryu a zoomé. Tiens, là. Alors j'ai vu ce qu'il voulait me montrer. Une bande de 7 ou 8 types, peau très mate, presque noire, vêtus de pagne, et rien d'autre. Pieds nus. Ils ne faisaient rien de spécial à part se balader. Ils progressaient lentement, comme s'ils se promenaient dans une forêt. Sauf qu'on était au beau milieu du plus gros tas d'ordures de la planète pendant l'une des pires nuits de l'année. Putain, j'ai murmuré entre mes dents. Ils en tiennent une sacrée couche, ceux-là. Tu crois qu'ils sont défoncés à quoi? Tu penses que les autres abrutis vont les canarder? C'était étonnant. D'accord, mais je ne pigeais toujours pas pourquoi. Ryu tenait à me montrer ça. Si on avait dû se pousser du coude à chaque fois qu'on tombait sur un truc débile, tordu ou violent, on aurait passé nos vies à ça. J'ai froncé les sourcils. Attends, a continué Ryu. En 10 minutes, ils m'ont fait le coup 3 fois. Surtout ne les quitte pas des yeux. J'ai continué à les mater, aussi attentif et concentré que s'il s'agissait de mon secteur. Et si pendant ce temps, sur mon écran, un touriste se faisait agresser et dévaliser par un voyou moins frileux que les autres, les ennuis auraient été pour moi. Mais quand j'ai enfin vu ce que Ryu voulait me montrer, je n'ai plus songé une seule seconde à mes touristes à la con. Les nudistes ont clignoté et disparu. Putain! J'ai dit, haussant le ton involontairement. Ils vont revenir. Et effectivement, 30 secondes plus tard, quelques mètres plus loin, comme si de rien n'était, ils ont clignoté à nouveau, pas tous au même rythme, et ont fait leur réapparition. Ben merde, j'ai dit, c'est pas ta bestiole qui déconne? Et elle déconnerait comment au juste? Ça fait 4 fois qu'ils me font le coup. C'est qui ce mec? Putain de merde, je sais pas, mais les abrutis sur la berge, ils doivent se poser la même question, et apparemment ils n'en perdent pas une miette. Putain, ils recommencent. Ils ont clignoté à nouveau, 3 ou 4 fois, et cette fois ils ont disparu pour de bon. 2 minutes plus tard, ils n'étaient toujours pas revenus. Alors je suis retourné à mon écran, perplexe, et Ryu a surveillé un moment le type à la caméra et ses potes. Mais comme rien de spécial ne se passait, il a tracé vers le nord, histoire de vérifier que personne ne bravait la brume pour aller suriner les putes.
Tu crois qu'il faut que j'avertisse le superviseur ?» m'a demandé Ryu, une fois le service terminé. Si l'ordinateur avait jugé bon de signaler le truc au contrôleur, il t'aurait déjà donné des ordres. Le mieux que t'as à faire, c'est fermer ta gueule et les oublier. Ces types n'ont rien fait de mal, non? Se balader à poil dans la merde, c'est pas interdit que je sache. Mais si jamais ça se reproduit, on avisera. En attendant, on considère que c'est ton drone qui délire ou ton ordinateur. Ouais, t'as sans doute raison. Pour chasser tout ça de nos têtes, nous sommes allés nous en jeter un dernier dans un bar des environs. Le lundi suivant, vers 4h du matin, Ryu a poussé une exclamation étouffée. « Putain de merde! Ça recommence! Ils sont toute une chier !» J'ai délaissé ma surveillance pour jeter un coup d'œil. J'avais dans le collimateur un type recherché par Interpol, un Anglais, venu dans la rime pour affaires. Donc c'était délicat. Mais il venait d'arriver dans un restaurant de luxe et il ne risquait pas de me fausser compagnie. Une vingtaine d'individus, semblables à ceux de la dernière fois, nus, à part leurs pagnes, cheveux longs et emmêlés, certains armés de bâtons ou de haches, et que la neige ne paraissait pas gêner, marchaient lentement à travers l'océan de merde de la zone A. Et regarde un peu plus loin. À 30 mètres, un groupe de 4 ou 5 personnes filmait la horde. C'est les mêmes que la dernière fois ? J'ai demandé. Ryu a acquiescé. Qu'est-ce que je fais ? Il a repositionné le drone sur les vagabonds. Lance une recherche sur les visages des nudistes. Déjà fait, ça ne donne rien. Alors laisse tomber. Oh, attends, c'était quoi ça ? Il y avait eu un éclair bref. Putain, c'est un coup de feu. Il y a un de ces cons qui a tiré. Le drone a confirmé. L'un des individus accompagnant le filmeur venait d'ouvrir le feu sur les vagabonds. Je lance un signalement au contrôleur, a continué Ryu. Attends, il ne se passe rien là. Le mec tire au fusil. Il n'y a pas de mort. Il n'y a personne qui tombe. Le drone, élargissant son champ de vision, nous montrait clairement que les tirs ne touchaient aucune cible. Soit l'incompétence de l'homme tenant le fusil dépassait des bornes, soit il tirait à blanc. Rien à foutre, je transmets quand même. Si l'ordinateur t'a pas devancé, il y a une bonne raison. Je pense que tu fais une connerie. Ryu a envoyé les images au contrôleur, accompagné d'un rapport de quelques lignes. Au même moment, les 20 bonhommes ont clignoté et disparu de l'écran. On a écarquillé les yeux, abasourdi. Oh putain de merde, j'ai dit. C'est quoi ces conneries ? Les 5 branleurs, caméras en bandoulière et fusils à l'épaule ont déboulé à l'endroit où se tenaient les nudistes. Ils paraissaient aussi secoués que nous. La réponse du contrôleur est tombée. RAS, reprenez votre patrouille en direction du nord. Ne restez pas statique sur des endroits où il ne se passe rien. On a froncé les sourcils. Ryu a suivi les ordres. Je suis revenu à mon restaurant de luxe. Au moment de partir, à la fin de notre service, 6h du matin, le superviseur a demandé à Ryu de passer dans son bureau. Une fois dehors, j'ai marché dans la nuit sur le sol couvert de neige craquante. Après quelques années inquiétantes, où elle tombait en flocons noirs, comme de la suie, elle avait retrouvé une couleur plus normale. Les immeubles étaient silencieux et déserts, plongés dans l'obscurité, à part quelques fenêtres encore éclairées. Uniquement des bureaux, pas le moindre appartement. Des open space, où on avait travaillé toute la nuit ou fait la fête, ou partousé. La nuit, dans ce genre de lieu, tout pouvait arriver. Aux commandes de ma bestiole, j'étais bien placé pour le savoir. J'entendais la rumeur des usines, qui ne débandait jamais, et celle de la circulation qui d'ici 1 heure atteindrait son premier pic d'intensité de la journée. J'ai regardé le ciel noir, strié de bandes mauves, anthracites, ou parfois d'une couleur indéfinissable, extraterrestre. Aucune étoile n'y brillait jamais, mais braquer les yeux en direction de cet infini, après avoir passé 8 heures d'affilée à scruter un écran haute définition, m'apaisait. Un drone d'une compagnie concurrente a passé. Je me suis étiré et massé les reins, comme chaque matin. Le froid très vif, piquant, mordait agréablement ma peau. La température devait se situer entre -10 et -5, très sèche. La neige ne tombait plus. Elle avait formé sur le sol une croûte gelée. En quelques endroits, les passants et la circulation nocturne ne l'avaient pas encore brisée ni transformée en bouillasse gris sombre.
j'ai décidé de rentrer à pied au lieu de prendre ma voiture. J'avais envie de marcher ce matin-là, de sentir l'air glacé et coupant sur mon visage, de croiser des gens. Peut-être allais-je m'arrêter en route pour avaler 1 litre de thé brûlant ou m'enfiler 2 ou 3 verres de vodka. On verrait. Personne ne m'attendait chez moi. Le lendemain soir, Ryu m'a appris que le supervisor lui avait passé un savon. Il m'a demandé si j'avais parlé de ces conneries à mes collègues. J'ai dit non, évidemment. J'avais gardé ça pour moi. Il avait l'air furieux. Je ne voulais pas te mouiller là-dedans. Merci. Mais ça n'a pas empêché le supervisor, après le briefing, de me regarder de travers. Pendant un moment, cette histoire a semblé se tasser. Ryu évitait consciencieusement la plage, n'y passant que furtivement, le temps d'enregistrer que rien de délictueux ne s'y déroulait. Et moi, je suis retourné à mes rondes monotones dans un quartier riche, où rien n'arrivait jamais et où les rares fois que je constatais la commission d'un délit, mon contrôleur, apprenant l'identité des protagonistes, m'ordonnait de laisser pisser et d'aller voir ailleurs. Je n'avais pas la vocation, moi, contrairement à Ryu, qui semblait croire qu'on servait à quelque chose. Si par exemple, je tombais sur un diplomate violant une pute ou une fêtarde sur le capot d'une limousine et que mon contrôleur m'expliquait que le crime n'était pas suffisamment caractérisé, je passais mon chemin. Pas mon genre de faire un rapport au superviseur pour signaler des délits chimériques. Quelquefois pourtant, j'imaginais la pauvre femme allongée sur le capot. Peut-être dans son champ de vision apercevait-elle mon drone, logo de la compagnie bien visible sur le flanc. Les bestioles mesurent 2 ou 3 mètres de diamètre et sont équipées d'armes lourdes. Ils ne sont pas des petits piou-piou d'amateurs. La technologie chinoise, c'est assez musculustique. Peut-être, se demandait-elle, si le faucon interviendrait, ou cracherait la foudre divine pour punir le méchant. Mais non, il passe à son chemin. Impuissant. Dieu est mort. Je ne pensais pas tous les soirs à ce genre de choses. Heureusement. Mais c'est peut-être pour ça que chaque matin je plantais mon regard tout au fond du ciel noir pendant plusieurs minutes. Un mois a passé. À la mi-décembre, alors que des pluies torrentielles traversées de neige rageuse transformaient la ville en enfer pire encore que d'habitude, et la zona en piège mortel pour ceux qui y vivaient, Ryu m'a appelé en milieu d'après-midi, surexcité. Il voulait me voir, il m'a donné rendez-vous au bar du terminal numéro 5 de l'aéroport. Pour plus de discrétion, il m'a expliqué quand je suis enfin arrivé 1 heure plus tard. De discrétion ? Putain, il t'arrive quoi, Ryu ? Il y avait un gros livre posé à côté de lui, la couverture dissimulée sous un journal. Il était à la vodka. J'ai préféré commander du thé brûlant aussi noir que possible et des saucisses bien grasses. Autour de nous, le brouhaha était insupportable. « J'adore ce lieu », a déclaré Ryu. « J'y viens chaque fois que c'est possible. » Et du coup, quand tu veux donner un rendez-vous discret, c'est à cet endroit où tu viens tout le temps que tu penses. Putain, mais il t'arrive quoi ? Aussitôt mes saucisses arrivaient, je les ai dévorées. Elles me brûlaient les doigts, la gueule, le gosier, un délice. Ces types, j'ai trouvé quelque chose à leur sujet. Il a dit. Mais quel type ? Mais putain, tu le fais exprès ? Les types de la zone A. Les vagabonds ? Les mecs à poil ? C'est peut-être pas des vagabonds. Mais c'est quoi alors ? Ils veulent communiquer avec la nature ? J'hésitais à réclamer d'autres saucisses avec des petits pains ronds pour faire bonne mesure. J'avais une fringale pas possible. J'ai enfin remarqué le teint cireux et le regard inquiet de mon Koneka. « Tu es sûr que tout va bien ?» Il s'est emporté. « Non, non, tout va pas bien. Tout va pas bien, putain. Il se passe quelque chose et tout le monde a l'air de s'en foutre. » Mais du calme. Bois un coup. Raconte-moi, qu'est-ce qui se passe ? Il avait continué à s'intéresser à la plage et à ces types qui apparaissaient et disparaissaient. Pas au travail, mais chez lui. Il s'était payé un drone individuel. Avait filmé des tas de trucs troublants, disait-il. Ils étaient nombreux à clignoter, pas que sur la plage, dans toute la zone A, des dizaines et des dizaines, peut-être plus de 100. Mais ils font quoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ah, rien, ils se baladent, juste. Des fois, ils se penchent, comme s'ils voulaient ramasser un truc.
Mais ils ne ramassent rien, jamais. Et tu sais pourquoi? Tu vas me le dire. Parce qu'ils sont immatériels, putain. C'est pour ça que les balles leur passent à travers. Ryu, tu files un mauvais coton, je te le dis, comme un ami. Et je suis pas seul à m'intéresser à eux. Dans la zone A, ça commence à se savoir qu'il y a des bandes de mecs qui rôdent sans rien faire, sans parler à personne, sans faire un seul bruit, qui clignotent, disparaissent et réapparaissent, qui ne mangent pas, ne boivent pas, ne dorment nulle part. Ils font juste que se balader comme des cons. Ça commence à se savoir. Les gens s'interrogent, figure-toi. Il y en a qui ont essayé de leur tirer dessus, d'autres de leur parler ou de leur casser la gueule. C'est comme ça qu'on sait qu'ils sont immatériels, comme des hologrammes, comme s'ils étaient là et pas là en même temps. J'ai hoché la tête, je ne savais pas quoi dire. Toute cette histoire m'évoquait un tas de merde dans lequel Ryu aurait sauté à pieds joints. Et voilà ce que j'ai trouvé. D'un geste théâtral, il a retiré le journal et découvert le bouquin. Il s'agissait d'un ouvrage historique, consacré aux premiers temps de la région, avant même que la ville ne soit bâtie par les explorateurs vikings. « Tu as de drôles de lecture, » j'ai dit. Il ne m'écoutait plus. Il cherchait un passage. Beaucoup de marque-pages étaient fichés dans l'épais volume. « Ah voilà !» il a répondu. « Attends voir. Écoute. Les Daeva Baraiti, une peuplade Sitasta, représentant une fraction dissidente du zoroastrisme et contrainte au nomadisme à la suite de conflits religieux ou territoriaux, s'est installée aux environs du XVe siècle avant Jésus-Christ sur ce qui était à l'époque une vaste région essentiellement marécageuse. Après avoir chassé les tribus primitives vivant dans les environs, cette peuplade a asséché une partie du terrain et y a construit une cité appelée Zam et Daiva. Celle-ci a rapidement pris une grande importance politique, religieuse et économique. À partir de 500 avant Jésus-Christ, le peuple d'Aiva a dominé la région et conquis les territoires voisins, tandis que leur pratique religieuse s'est éloignée de plus en plus du zoroastrisme. Le quoi? J'ai pas compris la moitié des mots. On s'en branle, c'est pas ça l'important, ce sont nos ancêtres, d'accord? Ces types, et leur cité, elle se dressait là où se trouve désormais Merdvek-Gorod. Si tu le dis. Pas moi, mais le mec du bouquin. Et ils sont pas plutôt japonais, toi, tes ancêtres? Mais putain, mais ferme ta gueule et écoute un peu. Un moment après, il y a eu un énorme tremblement de terre qui les a tous envoyés au tapis. Ok, et tu veux voir à quoi ressemblaient tes ancêtres? Et il y a des photos? Mais connard, les archéologues ont retrouvé des trucs. Ils ont pu reconstituer. Bref, fais pas chier. Tu veux voir ou pas? Allez, montre. Il a ouvert le livre devant moi. J'avais beau l'avoir vu venir depuis un moment et m'y attendre, c'est vrai que c'était trop blanc. La musculature, la peau mate et tannée par des années à vivre dehors sans vêtements, la manière de se tenir, la façon de porter le pagne ou de brandir le bâton, les cheveux. Les individus représentés sur ce dessin étaient les frères jumeaux de nos nudistes. Alors, a répondu Ryu triomphant. Alors quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça? Qu'on rédige un rapport expliquant que les fantômes de nos ancêtres rôdent dans la zone A et qu'il faudrait peut-être affecter une tlad spécifique à leur surveillance? Eh, pourquoi pas? Si tu fais ça, t'es foutu. Quand nous nous sommes revus à 21h45 au briefing, nous n'en avons pas reparlé. Après lui avoir serré la main le lendemain matin, une fois le service terminé, j'ignorais que c'était la dernière fois que je voyais Ryu. Le soir suivant, à l'appel, un autre type se tenait à sa place, un certain Hakim. J'ai demandé au superviseur où était passé mon collègue. Il a démissionné, pour raison médicale, et il ne se sentait pas bien ces derniers temps. Le cancer ou quelque chose comme ça. Je crois qu'il s'est retourné dans son pays pour se faire soigner. Vous le connaissiez bien? Non, pas du tout. Simple curiosité. Le superviseur me considéra avec méfiance. Ça tombe bien que vous soyez curieux. Vous êtes payé pour ça. Votre poste vous attend. Pendant la nuit, j'ai constaté que le secteur de mon nouveau collègue avait changé. Il ne couvrait plus la plage. En fait, comme je l'apprendrai plus tard, de manière fortuite, toutes les portions de la zone A surveillées par nos drones et idem pour les autres compagnies avaient été rachetées à prix d'or par une nouvelle firme qui avait pour nom Galantia et dont on racontait qu'elle n'était qu'un écran de fumée marquant une brigade secrète de la militia. Mais dès qu'un truc sortait de l'ordinaire, on s'empressait d'y voir la main de la police politique. Vieille habitude datant de Staline.
N'empêche que ça devait être la seule compagnie du secteur à n'avoir pas choisi un nom d'animal. Je me demandais si Ryu était retourné dans son pays, comme l'avait affirmé le Supervisor, ou s'il croupissait dans une cellule quelque part en ville, ou en bordure de la mer d'Azov, en train d'amèrement regretter sa récente obsession pour l'histoire de Merdvek-Gorod. Je me rendais compte que je le connaissais très peu. Je n'avais aucun moyen de le contacter. La seule fois qu'il me l'avait appelé, son numéro était masqué. Et ignorait son adresse. Il m'avait, je crois, raconté un jour qu'il vivait dans le Rajon 14. Et sa femme? Lui avait-on servi la même fable qu'à moi, ou bien l'avait-on emprisonnée, elle aussi, à titre préventif? Je ne connaissais même pas son nom, et ignorais s'ils avaient des enfants. Mais je m'en foutais. Contrairement à ce que j'avais raconté au Supervisor, je n'étais pas curieux. Je m'en foutais de ne pas savoir de quoi il retournait pour Ryu ou pour ces types qui hantaient la zone A et étaient peut-être d'authentiques fantômes. Je ne me voyais pas enquêter ça, non. J'avais été cop dans une autre vie et j'avais cherché la vérité. Ça m'avait apporté quoi? Une cicatrice en travers du bide et une réputation d'emmerdeur. J'avais appris la leçon. Maintenant, je ne cherchais plus à savoir. Et j'avais compris une autre leçon. L'ignorance n'empêchait pas de contempler le ciel dépourvu d'étoiles. Été comme hiver, et de s'en réjouir. Elle n'empêchait pas davantage de rentrer chez soi à pied, rien que pour sentir la morsure coupante de l'air glacé, et se sentir vivant, et aimer ça. L'ignorance, contrairement à la vérité, n'empêchait pas d'être